Athènes, un nom qui nous paraît lointain mais qui est très proche de nous. Un nom qui est resté gravé dans l'histoire de par son influence sur nos sociétés. Un nom que nous connaissons toutes et tous de par nos cours d'histoire et de par nos systèmes démocratiques. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question simple mais complexe à la fois? Comment en est-on arrivé à là? Comment la démocratie est apparue? Comment est-elle restée dans nos sociétés? Et surtout, pourquoi la démocratie? Averroès, il est deux choses. Il est un philosophe rationaliste, mais c'est un juge musulman. Il croit à la révélation du Coran et il a une conscience de la rationalité appliquée. Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. One day right down in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Au début du 7e siècle avant Jésus-Christ, Athènes connut une société dominée par une aristocratie guerrière qui possède les terres, le pouvoir politique et qui tient entre ses mains des fonctions religieuses qui leur permettent de gérer le droit et la justice. Cette aristocratie est surpuissante. Le reste de la société se divise en deux. D'un côté, on a les paysans pauvres très dépendants de l'aristocratie et puis les paysans libres parce qu'ils ont de l'argent. C'est ces paysans qui vont ouvrir la première brèche vers la démocratie. Je vous explique. Ces paysans ont à cette époque suffisamment d'argent pour s'acheter des armes avec des tenues de combat, ce qui va pousser l'aristocratie à élargir la classe des hommes en état de tenir une arme, ce qui va par la suite donner plus de poids au peuple puisque vers le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, ces paysans deviennent des hoplites, c'est-à-dire des hommes lourdement armés qui vont constituer la force militaire de la cité. Avant, c'était seulement les aristocrates qui pouvaient devenir des hoplites, puisque c'était les seuls à avoir assez d'argent pour s'acheter de l'armement lourd. Ainsi, les paysans libres ont plus de poids qu'avant, ce qui va avoir son importance pour la suite. Ils n'ont plus le simple rôle de produire et d'être clients des aristocrates, ils ont aussi le rôle de combattre. By insisting he accept their lies as real. By insisting he was never to his people tied. By dictating exactly what he might feel. By permitting haughty joy, but never pride. They believed a lion could be brought to heel. That a lion could from his courage be proud. Vers le milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, les rivalités entre familles aristocrates font rage, et un certain Cylon tente même de prendre le pouvoir, mais il échoue. Cela va pousser certains aristocrates à tenter de régler ce problème de rivalité. C'est alors que Dracon instaure dans la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ le droit commun, c'est-à-dire l'égalité devant la justice, ce qui va atténuer ces vengeances entre familles aristocrates. Mais ce n'est pas une simple loi, cette loi permet de limiter le pouvoir des aristocrates. Plus personne n'est au-dessus des lois. Cela crée quelque part une égalité entre paysans et aristocrates. Pas parfaite, mais on avance petit à petit vers une démocratie. La fin du 7e siècle n'est pas sans surprise puisqu'une crise sociale surgit. Les paysans n'en peuvent plus. Ils risquent de devenir esclaves à cause de leurs dettes. En effet, les paysans dépendent trop de l'aristocratie. En plus de cela, ils sont taxés, car oui, les riches prenaient 1/6 de ce qu'ils gagnaient. Les tensions montent, mais un homme réussit à les calmer et à régler en partie la crise. Cet homme n'est d'autre que Solon, qui proclame une Cheshteia, qui veut dire lever de fardeau afin d'acquitter les paysans de leurs dettes. Et il tente de faire revenir les esclaves athéniens qui ont été vendus. Mais les paysans veulent plus. Les simples revendications se sont transformées en une revendication complexe que les aristocrates ne sont pas prêts d'accepter.
c'est le partage des terres. Solon, pour calmer les tensions, va proclamer une suite de lois. L'apport le plus important de ces réformes est l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de tous les citoyens. Selon répartit les citoyens en 4 classes en fonction de leur richesse. Nique ta mère! Il crée la boulée. La boulée est une assemblée de citoyens et qui est chargée de voter les lois. Il crée aussi l'Ecclésia, qui est une assemblée des citoyens et qui a pour rôle de voter les lois sur le budget, la paix et la guerre. Le système maintient des différences entre les individus, mais celles-ci sont désormais fondées sur la richesse et non sur la naissance, c'est-à-dire le fait d'appartenir ou pas à une famille aristocrate. C'est une grande avancée vers la démocratie. Solon n'a pas fait d'Athènes une démocratie, mais ces réformes vont permettre l'établissement par la suite de la démocratie. Solon se retire de la politique et laisse un vide derrière lui, un vide qui va laisser Athènes dans un état d'anarchie permanent pendant 2 ans. Les aristocrates n'arrivent pas à se décider du prochain archonte. Un archonte est un magistrat qui doit gérer la cité. Cet état de vide va pousser les familles aristocrates à se confronter pour le pouvoir. En plus de cela, les revendications paysannes reprennent vis-à-vis du partage des terres. Cette crise va faire émerger des tyrans, Pistrate et ses fils. Les Athéniens vivent sous la tyrannie de Pistrate, ce qui va déboucher sur une révolution, la révolution clisténienne, menée par un homme, Clisthène, qui va réussir à renverser le tyran. Une fois au pouvoir, il va continuer l'œuvre de Solon, c'est-à-dire la limitation du pouvoir des aristocrates. Ainsi, il va mettre plusieurs réformes qui vont donner les bonnes conditions pour l'établissement d'une démocratie. Il va par exemple réorganiser l'espace civique en 10 tribus, dans le but de diminuer l'influence des familles aristocrates. Il donne plus de poids à des institutions démocratiques comme l'Ecclésia ou la boulée. À ce moment-là, on pourrait se dire que c'est bon, Athènes est une démocratie, mais ça ne l'est pas encore. Il reste toujours la problématique du rôle d'archonte. C'est plus tard que la démocratie athénienne se met en place. Un jeune aristocrate du nom de Périclès qui s'intéresse à l'histoire et à l'art va être élu archonte. Il va mettre en place des réformes révolutionnaires qui vont faire d'Athènes une démocratie. Il va consolider les institutions démocratiques de la cité et facilite l'accès de tous les citoyens aux responsabilités. Il limite les pouvoirs de l'aréopage, qui est un conseil constitué principalement d'aristocrates. Il ouvre l'accès à l'archontat aux citoyens de 3e classe, les eugites, et généralise le tirage au sort. Pour encourager les citoyens les plus pauvres à exercer les magistratures, il accorde des indemnités aux membres du Conseil des 500, aux archontes, aux juges du tribunal des Héliastes et aux stratèges. Ainsi, Périclès fait naître potentiellement la première démocratie au monde. Avant de parler de la suite, on va faire un point sur la démocratie athénienne pour comprendre son influence sur les démocraties que nous connaissons. Une assemblée de 500 citoyens tirés au sort, appelée la boulée, est chargée de préparer les lois. C'est l'équivalent un peu de l'Assemblée nationale. Plusieurs fois par mois, tous les citoyens sont invités à l'Agora. C'est une très grande place où ils peuvent voter, à main levée, les lois proposées par la boulée. C'est un peu l'équivalent des référendums. Si un citoyen ne respecte pas les lois, il est jugé par l'ailier, une sorte de tribunal comme nous en connaissons aujourd'hui. Les membres de l'ailier sont aussi tirés au sort. L'Assemblée des citoyens a le pouvoir d'ostracisme, c'est-à-dire de voter pour bannir d'Athènes pendant 10 ans un citoyen dont on craint que les ambitions personnelles puissent mener à la tyrannie. Cependant, cette démocratie n'est pas parfaite. Elle connaît des limites qui méritent l'indignation.
Quelle indignité. Les femmes sont écartées du démos, c'est-à-dire de la communauté politique, mais elles font partie de la communauté civique, notamment par le rôle de reproduction et par leur implication dans le domaine religieux. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Pour être un citoyen athénien, il fallait à l'origine être un homme âgé de plus de 18 ans, fils d'un citoyen athénien dont lui-même était le fils d'un citoyen. Et il fallait avoir accompli l'épébie, qui était une formation militaire afin d'assurer la défense de la cité. Mais en 451 avant Jésus-Christ, Périclès a modifié la loi. Un citoyen athénien est donc un homme de plus de 18 ans dont l'héritage athénien repose sur au moins 2 générations. Les femmes, les esclaves et les métèques, qui sont des étrangers venant d'autres cités grecques, étaient considérés comme des éternels mineurs, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas participer à la vie politique. Et maintenant, une bonne nouvelle sur BFN TV. Hier matin, un migrant a encore été retrouvé échoué sur une plage de notre Présipauté. Prévenu par des promeneurs, le front identitaire grolandais l'a immédiatement pris en charge. Après avoir été réhydraté, le migrant a été relâché dans son milieu naturel afin qu'il puisse rejoindre les siens et retrouver une vie normale. Et oui, c'est bien connu, à l'extrême droite, nous aimons bien sauver les animaux. Ainsi, la démocratie athénienne est donc limitée car une infime partie du peuple, qui se résume aux hommes athéniens, jouait un rôle dans la politique de la cité. Mais toute chose a une fin, et cette règle s'applique à Athènes. En 322 avant Jésus-Christ, notamment avec la venue d'Alexandre le Grand, le pouvoir macédonien impose à Athènes un régime politique oligarchique. Le peuple dévasté, Athènes perd sa démocratie et ce régime est vite oublié. Athènes est oubliée pendant plusieurs siècles, mais une prophétie va tout faire changer. Une prophétie qui va pousser des milliers d'hommes à bouger pour la réaliser. Le prophète, que la paix soit sur lui, j'ai été investi d'une grande mission. On sort, non, en vrai, non, c'est faux. Je sais pas qui a fait l'annonce, mais c'est faux à ce qui paraît, c'est faux. À ce point, c'est faux. Vous avez beau nous avoir, mais c'est faux. a dit: vous conquérez Constantinople, et quel bon chef sera son chef, et quelle bonne armée sera cette armée. Cette prophétie vous paraît peut-être simpliste, mais c'est elle qui va provoquer un effet papillon énorme qui aura un grand rôle dans le basculement du Moyen-Âge à la Renaissance, de la monarchie à la démocratie. Cette prophétie a poussé des chefs d'État musulmans à attaquer Constantinople plusieurs fois. Une première fois en 673 avec le calife Omeyyade, un siège de 5 ans qui se solde par un échec. Puis en 1391 avec le sultan Bajazet Ier, avec un échec. Puis Mourad II qui chute face au mur de Constantinople. Et c'est seulement son fils Mehmed II qui, face à l'échec de son père, il va depuis tout petit simuler la prise de Constantinople avec une pomme. Et il va réussir à prendre Constantinople en 1453 grâce aux armes à feu, aux canons et à la trahison des chrétiens catholiques envers les chrétiens orthodoxes. La nouvelle s'éparpille comme une traînée de poudre. Les érudits byzantins migrent vers l'Europe, en particulier en Italie. Ils prennent avec eux des manuscrits qui parlent de plein de choses différentes et en particulier de choses qui vont faire basculer l'Europe à la Renaissance. Pythagore, Platon, Aristote, Athènes, des noms qui étaient méconnus du grand public, mais qu'aujourd'hui nous connaissons toutes et tous, car ils influencent grandement nos sociétés de par nos démocraties, les sciences que nous étudions, les pièces de théâtre que nous regardons, la morale que nous incarnons, l'histoire que nous vivons. Les Européens découvrent tout cela, et en particulier la démocratie athénienne, qui va par la suite inspirer toutes les démocraties au monde. Une petite phrase prononcée a eu tellement de conséquences sur notre monde. Bien sûr, il faut relativiser. La Renaissance, la démocratie en Europe n'est pas seulement due à la chute de Constantinople et au modèle démocratique athénien. Il y a plein d'autres facteurs importants à prendre en compte. Ainsi, les philosophes européens sont grandement influencés par ces manuscrits, par les érudits byzantins, par d'autres philosophes comme Averroès.
ce qui va les pousser à commencer une sorte d'éducation populaire qui va avoir comme conséquence la Révolution française. Et cette révolution va pousser les autres peuples à se révolter, ce qui va donner par la suite des siècles de lutte pour la démocratie. Et puis, aujourd'hui même, nous continuons à nous battre pour préserver notre démocratie, pour conserver notre pouvoir à nous, le peuple. Mais ce n'est pas simple, face aux fake news, aux ingérences politiques, à la dégradation du système public, de l'éducation, le peuple qui n'est plus écouté. Et c'est à nous, les générations qui arrivent, de lutter comme les Marocains, comme au Madagascar, afin de faire avancer la démocratie, et non de la faire reculer. Je jouis d'une situation unique dans une vie politique. J'ai plus rien à prouver. Faites mieux, c'est-à-dire faites mieux que ma génération qui n'est arrivée à rien. Abattez la citadelle. N'écoutez jamais personne qui vous dira de reculer.